Surpris par la nuit. Les fantômes irréguliers de l'avant-garde. Les armes de l'errance ou l'art de la négation. Après son engagement dans le lettrisme, Guy-Ernest Debord va inventer une série de gestes de destruction de l'art séparés de la vie. La poésie vécue doit entrer dans le réel, devenir le mot d'ordre et le mot de passe d'un nouveau monde. Le travail avec Isidore Izou a permis d'achever l'art, de le porter à sa fin. Son film monochrome Hurlement en faveur de Sade est l'un des paroxysmes et marquera un rapprochement avec Yves Klein. Le messianisme d'Izou, sa théologie de la création, est bientôt remplacé par un messianisme post-marxiste. Les voies vont alors se séparer du lettrisme historique. C'est le temps des exclusions, des combats contre le surréalisme d'après-guerre, du dépassement et de la reprise du dadaïsme. Ces alliés, ces figures de la négation, participent à ces années de laboratoire, d'expériences limites, allant jusqu'au bout de tous les excès de la conquête d'un nouveau continent. Des tracts, des inscriptions sur les murs, un bulletin, potlatch, relaient leur violence ironique, leur critique totale. En même temps, ils se vivent comme une société secrète, un commando, qui va mettre au point un explosif pour renverser toutes les valeurs. Ces processus de création négative vont s'appeler dérive, psychogéographie, détournement, urbanisme unitaire, construction de situation. Alors que François Dufresne poursuit le soulèvement de la jeunesse d'Izou, Guy-Ernest Debord, Ivan Tcheglov, Patrick Staram et Gilles Givolman réinventent l'architecture, le rapport passionnel avec la ville. Leur Graal néfaste, comme le nommera Debord, sera l'exploration rationnelle et systématique de toutes les possibilités de vivre en l'inconscient, dans le dehors, des rues et des passages, dans la suite de Baudelaire et de Lautréamont. Ivan Tcheglov écrit alors le formulaire pour un urbanisme nouveau, véritable déclaration de guerre à tout utilitarisme. En même temps, ils se vivent comme une société secrète, un commando qui va mettre au point l'explosif pour renverser toutes les valeurs. Ces processus de création négative vont s'appeler dérive, psychogéographie, détournement, urbanisme unitaire, construction de situation. Alors que François Dufresne poursuit le soulèvement de la jeunesse d'Izou, Guy-Ernest Debord, Ivan Tcheglov, Patrick Staram et Gilles Givolman réinventent l'architecture, le rapport passionnel avec la ville. Leur Graal néfaste, comme le nommera Debord, sera l'exploration rationnelle et systématique de toutes les possibilités de vivre en inconscient dans le dehors des rues et des passages, dans la suite de Baudelaire et de Lautréamont. Ivan Tcheglov écrit alors le formulaire pour un urbanisme nouveau, véritable déclaration de guerre à tout utilitarisme. Pendant ce temps d'âge d'or, les futurs concepts situationnistes se vivent jusqu'aux frontières de la mystique, de l'hallucination, avec l'alcool et le consul de Malcolm Lowry comme viatique. La folie rôde alors. Bientôt, l'internationale lettriste se cherchera un chemin vers un marxisme hétérodoxe, vers la dictature du prolétariat. Guy-Ernest Debord fixera pour toujours cette courte unité de temps, 1951-1953, dans son livre matrice, Mémoire. Il n'aura de cesse de retourner aux sources de cette clandestinité, l'une des plus extrêmes du XXe siècle. Now, I wish you would explain to us, if you would, please, about these new sounds. You've found some quite new letters. Around the World, Saint-Germain-des-Prés, Orson Welles. Such as, for example, letters. La personne d'Izou suscite un certain scandale médiatique, dirait-on aujourd'hui. Sylvain Montségur. Et je pense que c'est ce qui va permettre d'attirer à lui un certain nombre de jeunes gens qui, c'est lui-même le théorise ainsi, des externes qui cherchent à construire une situation, à se construire une situation, et qui n'ont pas de perspective dans la société existante. Isidore Izou, d'origine roumaine, poète prodige, élevé dans le judaïsme, atomise la lettre après la guerre. Propage son économie nucléaire à tous les domaines pour parvenir à la société paradisiaque. Dépassement de l'art par la création. Prophétie, messianisme et blasphème sont à la base de son système. Ces manifestes du soulèvement de la jeunesse anticipent la révolte de mai 68. Il écrira « Si tout absolu est individuel, le paradis sera l'absolu social ». Un des visiteurs les plus pittoresques du 4e Festival international de Cannes est certainement Isidore Izou. Isidore Izou n'est pas venu en simple spectateur, il est venu présenter un film hors festival naturellement, et alors, ce film s'intitule Traité de bave et d'éternité. Et alors là, je vais vous demander des précisions, car c'est tout de même un titre qui peut paraître un peu surprenant. Le rapport entre la bave et l'éternité. Je vous dirais enfin quelques mots de quoi il s'agit. Il s'agit d'une histoire où le type est en conflit entre le désir de création et enfin la banale vie. Alors il aime
tout se dérobe devant ses yeux. On vit dans un monde sans valeur. Il est conscient qu'il n'y a qu'une seule valeur en fin de compte, c'est-à-dire la création. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Malraux a raison lorsqu'il dit que la raison n'est plus une valeur et qu'il nous manque, nous vivons dans un monde sans valeur. Et si on pense, si on réfléchit, on se rend compte que tout de même il nous reste une espèce de ligne d'or, qui est la ligne qui va, disons, de Platon jusqu'à Nietzsche, et qu'on ne peut pas s'opposer à des créations, que des créations sont des blocs. Alors, il ne nous reste, nous, pour notre génération, devant des valeurs politiques qui se dérobent, devant des valeurs vitales, amour, autres, qui aussi changent, comme toutes les passions, il ne nous reste que le désir de bouleversement, de création, d'apport d'éléments neufs, et c'est ça le sujet du film. Alors, je crois ici à la phrase de Jean de la Croix, qui disait à un certain moment que la parole d'un homme vaut plus que toutes les armées des rois. Je crois que lorsqu'on apporte une création, une jeunesse nouvelle arrive, s'empare de cette création, et au nom de cette création, elle fera vaincre ce type. Et vous pensez que vous êtes un des porte-parole de la nouvelle génération? Oui. Je vous dirais que il y a des types qui écrivent des livres sur moi, que les surréalistes aussi étaient ignorés dans leur époque. Il y a eu la guerre, il y a eu un renouvellement des types, et d'un coup on s'est rendu compte que Breton est un grand bonhomme, que d'ailleurs dans le film Ce cycle à 50 ans, il y a une phrase très belle que j'ai aimée, des ondes inconnues qui sont arrivées à la lumière, et c'est vrai. Isidore Husot, qui était très actif, hyper actif, Alain Jouffroy a tenté d'envahir un jour le café de la Place Blanche. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il est entré dans le café, il n'était pas du tout invité. Il est monté sur la table en haut, là au premier étage, parce que c'était le jour d'une grande réunion. Il a dû être mis au courant. Il s'est planté sur la table et il a mis en demeure les surréalistes d'adhérer au lettrisme. Alors, évidemment, il a été mal accueilli, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, moi, je trouvais pas tellement ça antipathique. C'était dans la tradition du scandale tel qu'on le pratiquait depuis bien longtemps avant lui. Bon, il était mégalomane. Oui, il était hyper mégalomane. Mais il y en avait d'autres qui étaient tout aussi mégalomanes et qui étaient peut-être moins doués pour le scandale et pour l'inventivité théorique. C'est sous cet angle-là qu'il faut analyser les contentieux qui vont littéralement éclater la première génération lettriste. C'est le cas de Volman justement qui est exemplaire, c'est-à-dire Frédéric Acquaviva. Effectivement lettriste dès 49 et bon avec ses premières œuvres manifestes, l'anticoncept, voilà bon après il s'écarte un petit peu avec l'international lettriste suite à la rupture avec Debord, une espèce de no man's land un petit peu comme ça où il devient une espèce de peintre informel, tachiste, où il est un peu en binôme avec Brault, donc en rupture du lettrisme, et après il réintègre en fait effectivement le lettrisme dès 61. C'est pour ça que l'histoire est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on nous en donne à en lire, puisque en fait si Guizot était dépassé dès 52, pourquoi revenir vers lui en 61, d'autant plus quand on est Volman, c'est-à-dire quand même une des personnalités phares un peu de toute cette époque. Saccagé, saccagé, chai. Isidore Izou, Juvénal, Symphonie numéro 4, orchestration et réalisation, Frédéric Acquaviva, 2001. Vrask, craquelure, fure, med, fumé, fure, fumé, funé, défumé. On a deux revues qui, à mon avis, forment une cohérence et en même temps laissent voir les tensions, les contradictions, les paradoxes. C'est d'une part la revue Ur, fondée par Maurice Lemaître, remarquable, on a toutes les bases du lettrisme esthétique, le Front de la Jeunesse, petit bulletin, et surtout la revue Yon, où il y a une sorte d'acte de foi inconditionnel à Izou de la plupart des participants, reconnaissant en même temps qu'il y a une inégale distribution dans les attentes, les aspirations des uns et des autres. Il n'est qu'à regarder Yon, le cinéma nucléaire de Marco, l'anticoncept de Volman ou le film imaginaire de Dufresne. Yon, c'était tous ces gens-là qui étaient là. Marco. J'en ai parlé pour la première fois à Izou, il y avait un grand texte énorme d'Izou. Et à l'occasion de ça, il voulait le publier. Et j'ai dit, bon, pourquoi on ne publie pas en forme d'une revue avec... Et donc, il a dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, etc. Et c'est fait comme ça. Donc, tous les gens qui étaient là, autour d'Izou, disons, ont collaboré. Et puis, bon, j'ai pris les autres qui étaient là, Brault, Dufresne, Volman.
Donc dans ce numéro d'Oyon, il y a le premier scénario d'Hurlement en faveur de Sade, de Debord, et à l'intérieur c'est un film lettriste, puisqu'il y a la mention de Pomeran, il y a aussi la marche de Dufresne, le poème, il y a J'invective aussi de Dufresne. J'interroge et j'invective. Poème lettriste à la mémoire d'Antonin Artaud, 1949. Piètre-pitre, t'autre botre à titre, t'autre batterie, t'autre boutre, t'autre. Butre, vutre, quatre, voutre, botre, il y a donc de la pellicule brossée aussi, donc ciselée, et même dans les mentions des images, on vous voit. Le film de Guy Ernest Debord, Hurlement en faveur de Sade. Hurlement en faveur de Sade est dédié à Gilles J. Volman. Qu'est-ce que vous pensez du passage du premier scénario, qui est publié dans Oyon, à ce qui va faire en fait le film qui est repris en DVD aujourd'hui? Le premier, c'était une excitation, le bouillonnement de tous les gens qui étaient là, et puis après, il a fait le film qu'il voulait faire, et il a épuré. Mais la séparation, c'est que moi, je me dirigeais peu à peu dans une direction beaucoup plus politique, et que lui, à l'époque, il voulait rester encore dans la poésie, l'artistique, etc., que moi, je voulais abandonner. Aide-mémoire pour une histoire du cinéma. 1906, Voyage dans la Lune. 1920, Le cabinet du docteur Caligari. 1924, Entracte. 1926, Le cuirassé Potemkin. 1928, Un chien andalou. 1931, Les lumières de la ville. Naissance de Guy Ernest Debord. 1951, Traité de bave et d'éternité. 1952, l'anticoncept, Hurlement en faveur de Sade. Cette théologie que porte Izou de la dialectique du dépassant dépassé va peu à peu galvaniser les jeunes lettristes, ce qui était effectivement le mouvement recherché par Izou, et qui en même temps, en l'absence de méthode, puisque Izou proclame aussi avoir la méthode, non seulement la subversion, le dépassement, mais la méthode du dépassement non nuisible, eh bien cette méthode-là n'étant pas acquise, va peu à peu fissurer complètement la cohésion du groupe lettriste. Pour ce qui est de la rupture avec l'affaire Chaplin, mis à part la question éthique, sur la salle lettriste. Oui, la scission de l'international lettriste dit de gauche contre le lettrisme dit de droite se joue sur finalement dans les Hurlements en faveur de Sade tels qu'ils sont publiés dans Oyon de Debord, laisse voir que Debord est plus proche d'une culture marxiste surréaliste que véritablement lettriste. La question du cinéma de jeunesse le séduit sans doute, correspond à une réalité. La plupart des participants de cette époque, je pense notamment à Villeglé, évoquent un petit peu cette jeunesse sans but, sans objectif, désocialisée, dirait-on, sous le coup d'une anomie, qui part en dérive et qui fait de sa disponibilité, c'est ce que Izou avait théorisé dans le Soulèvement de la jeunesse n'a pour elle que la gratuité, donc va en faire le lieu d'une expérience poétique et politique. Pour Izou, lui s'inscrit dans un post-marxisme. Debord, lui, s'inscrit clairement dans un marxisme. Le surréalisme de Breton, le Marx de Breton. Mon film sera plutôt un manifeste pour mes films prochains. Traité de bave et d'éternité, Isidore pour Izou. des films à venir. La concentration des thèmes, comme le sang d'un poète de Cocteau. Je reprendrai chacun des thèmes systématiquement dans mes projections de demain. Et je le développerai d'une façon plus claire et plus pure. Mon premier film sera plutôt un noyau et une promesse. Mais vis-à-vis de tous mes livres passés, je voudrais plutôt une œuvre épurée de rage, une œuvre de calme, de réconciliation, si possible. Les lettristes ont programmé pratiquement l'ensemble des recherches formelles de l'avant-garde de la deuxième moitié du XXe siècle, en remettant à plat absolument toutes les formes. Donc, première initiative, repartir du photogramme, et intervenir directement sur celui-ci. Donc c'est ce qu'ils ont appelé le ciselant. Bien entendu, ce sont des pratiques qui existaient déjà, qui sont concomitantes de l'invention du cinéma, puisqu'on peignait sur les photogrammes, on s'est mis à peindre sur les photogrammes très rapidement ou à les retoucher. Mais en tant qu'intervention de plasticiens, évidemment, c'est à eux qu'on doit un certain nombre d'initiatives. Donc ça, c'est le ciselant, enfin, ce qu'ils ont appelé la ciselure, l'intervention directe sur le photogramme, avec donc la pellicule conçue comme subjectile et non plus comme vecteur d'enregistrement, donc comme support artistique. Deuxième initiative, c'est la discrépance, en effet, donc la séparation radicale de la bande image et de la bande sonore, avec bien souvent, enfin
et c'est ce qui va distinguer les lettristes des situationnistes d'ailleurs d'un point de vue formel. Chez les lettristes, une sorte de une ciselure qui elle aussi concernera la bande son, c'est-à-dire il y a des interventions sonores d'ordre très différent, une polyphonie, un scratchage si on peut dire sonore très permanent, là où au contraire les situationnistes vont traiter la bande son d'une manière extrêmement littéraire si on peut dire, de manière classique pratiquement en déroulant un texte uniforme, souvent avec des voix uniformes, donc chez Debord notamment. Et la troisième, c'est bien sûr le détournement, la récupération, tout ce que Izu appelle les coulisses, en fait, l'amour des chutes, l'amour en quelque sorte de tout ce qui, comme il le dit, accompagne mon amour du cinéma. Ils partagent tous la même passion pour la voix de ce point de vue-là. C'est presque tous des poètes sonores, des orateurs extrêmement éloquents. Ingirum imus nocte, et consumimur igni, Guy Debord. Un film que je fis à ce moment, et qui évidemment suscita la colère des esthètes les plus avancés, était d'un bout à l'autre comme ce qui précède. Et ces pauvres phrases étaient prononcées sur un écran entièrement blanc, mais entouré de fort longues séquences noires où rien n'était dit. Certains sans doute voudraient croire que l'expérience a pu m'enrichir en talents ou en bonne volonté. Serait-ce donc l'expérience d'une amélioration de ce que je refusais alors? Ne me faites pas rire. Pourquoi celui qui, étant jeune, a voulu être si insupportable dans le cinéma, s'avérerait-il plus intéressant étant plus âgé? Tout ce qui a été si mauvais ne peut jamais être vraiment meilleur. On a beau dire, il a vieilli, il a changé, il est aussi resté le même. C'est les dernières grandes inventions vocales du XXe siècle, je crois. D'ailleurs, quand on entend l'anticoncept, on est très frappé parce que donc c'est pareil, c'est aussi un tissu sonore fait de voix de camarades, donc lettristes. Dans la même pâleur entre deux vies, seulement elle était devenue plus fragile. L'anticoncept de Gilles J. Volman. Au premier confin tactile, elle rompait la pudeur. Après, il lui donnait la nuit dans la paume pour s'isoler. Nous allons tout perdre. Nous ne sommes plus des enfants. Mais si. Et il comptait jusqu'à 50, le temps de refouler ses veines. Et puis il y a cette dimension autobiographique, d'autoportrait, donc de subjectivité souveraine qui est absolument fondamentale et qui va être probablement le facteur le plus crucial en fait que Izu et Debord partagent. À la démarche d'Oran-Outang a fait ça, la patte sur la gueule du petit homme chétif écroulé dans un coin de la cave. La dernière fois que j'ai vu Volman, il est venu au Centre Pompidou, j'avais fait une exposition. Kurt Schwitters me demandait si je pouvais lui donner les étiquettes décollées pour faire une exposition, ce qui était une demande très, très modeste et très émouvante, mais qui pour moi était une espèce de vérification de cette hypothèse, c'est-à-dire que il y avait une filiation entre les avant-gardes des années 10 et puis ces avant-gardes des années 50, que les plus grands dans les années 50 reconnaissaient sans problème. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlaut. Kurt Schwitters, l'Ursonate. D'une certaine façon, dans le traité de Bâve, il y a donc la programmation, tout le reste, c'est-à-dire qu'on trouvera des instants qui vont être ensuite déployés par les autres lettristes, puis les situationnistes. Donc par exemple le monochrome, le flicker, noir et blanc pur. Donc Volman va immédiatement déployer en un film entier qui est le magnifique anticoncept. Donc il y a cette idée qu'il faut revenir aux éléments, aux paramètres essentiels du cinéma, donc de manière quasiment pré-structuraliste, si on peut dire. L'idée de la dématérialisation, du retour à l'en-deçà, c'est chez Cage très proche dans les dates, très proche dans la méthode, la 4 minutes 33 de Cage, les tambours du jugement premier, et puis le film de Volman, et même Hurlement en faveur de ça, tout ça est extrêmement proche. J'ai appris que l'année dernière, un musicien américain nommé John Cage
a réuni un public pour un concert et l'a invité à entendre 10 minutes de parfait silence. La marche de l'histoire, monsieur. Guy Debord, lettre à Gilles Givolman. Certains cinéastes depuis ont mis 20 ou 30 ans pour se rapprocher d'un cinéma sans images. On a loué leur patience. Pour donner un autre exemple amusant, le peintre Yves Klein, que je connaissais alors, et qui assistait à la première projection publique très tumultueuse de ce film, ébloui par une convaincante séquence noire de 24 minutes, devait en tirer quelques années plus tard sa peinture monochrome, qui, enveloppée à vrai dire d'un peu de mystique zen pour sa fameuse période bleue, a fait crier au génie bien des experts. Certains l'affirment encore. S'agissant là de peinture, ce n'est pas moi qui pourrais obscurcir la gloire d'Yves Klein, c'est bien plutôt ce qu'avait fait Malevich 40 ans auparavant, et qui était momentanément oublié par les mêmes experts. Guy Debord, considération sur l'assassinat de Gérard Lebovici. Malevich et Rodchenko, c'est des gens qui ont utilisé monochrome, noir ou blanc, et qui ont... Alain Jouffroy. Qui ont participé à la première des révolutions formelles ou formalistes russes. Peu de gens connaissaient à l'époque. Il faut dire, vous savez, tout le monde croit connu des choses qui sont aujourd'hui connues. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas Duchamp. Beaucoup de ces gens-là. Quand j'ai parlé pour la première fois de Duchamp à Raymond Reims, il m'a dit « mais moi je ne connais pas ». Oui, il avait entendu parler, bien sûr, mais il ne savait pas. Il ne savait pas exactement ce qu'il avait fait. Yves Klein, symphonie monotone. Il a toujours eu des problèmes d'argent, Yves. Il n'a jamais gagné beaucoup d'argent. L'œuvre de Yves Klein, son nom est connu, donc comme ça, évidemment son nom est très célèbre, mais son œuvre non. Et son œuvre intimide encore les gens. Donc, si vous voulez, il a réussi à créer un mythe, et de lui-même il a fait un mythe, il a créé une mythologie, ce qui est très rare, et il est même exceptionnel, et de ça, il a créé une sorte de sphère autonome qu'il est difficile de pénétrer et qui n'est pas une invitation à la massification du public. C'est quand même une forme ésotérique de travail. Guy Debord n'a pas regardé l'art de ses contemporains, à l'exception d'Yves Klein. Il avait un petit clin bleu. Il y voyait la forme la plus réduite de la peinture. C'est cette idée qui le retenait dans cette œuvre. Constant, peintre et architecte de ville utopique, membre de l'Internationale situationniste. Le détournement spontané est le terrain commun, par exemple, de dessous du volcan, de ce que vous écriviez Ivan Cheglov et toi, vers 52-53. Ivan envisageait même à l'extrême un livre dont l'action se serait prolongée explicitement dans un grand nombre de livres déjà publiés, récents ou classiques. Ceci explique aussi votre capacité alors de vous adapter et de réinventer la forme métagraphique lettriste, qui était essentiellement par son côté positif, un jeu du détournement. Lettre de Guy Debord à Patrick Straham. Le départ de Stegloff et le départ physique de Patrick Straham, Jean-Marie Apostolides, va créer un vide dans l'internationale lettriste. Il reste quelques membres, mais sans avoir un jugement sévère à leur égard. Aucun d'entre eux n'a vraiment la carrure intellectuelle et artistique des deux qui sont partis, et surtout celle d'Ivan Stegloff. Donc Debord va essayer de combler ce manque avec la personne qui lui semble la plus capable, la plus apte, et qui est réellement la plus apte, et qui est Gilles Wolman. Donc en un sens, je ne dis pas que Debord doit
à ses camarades. Le problème de Debord est beaucoup plus compliqué que ça. Disons qu'il me semble, sous toute réserve, que Debord a besoin de la confrontation à un autre, du rapport constant avec un autre pour développer sa propre pensée, pour percevoir sa force et pour aller au-delà souvent de ce que l'autre fait. Mais il a eu besoin de Stegloff pour développer certaines idées, il a eu besoin aussi de Straham, et puis après, il a énormément besoin de Gilles Woldman pour développer la direction que la revue Potlatch va emprunter. Alors, je crois que ce qui caractérise les deux publications, l'Internationale lettriste, puis surtout Potlatch, qui aura duré beaucoup plus longtemps, c'est tout d'abord le parti pris radicalement anti-artistique. Ce sont des revues qui n'ont strictement rien à voir avec certaines revues surréalistes, parmi les plus connues comme Minotaur. Il y a une volonté anti-esthétique tout à fait évidente. Ce sont des revues qui se situent principalement ou presque exclusivement à un niveau critique, c'est-à-dire ce ne sont pas des revues qui proposent comme la quasi-totalité des revues d'avant-garde jusqu'à ce point des textes, il n'y a aucune ambition esthétique, il n'y a pas de poésie, il n'y a rien de tout cela. Ce sont des revues presque exclusivement critiques. Il s'agit de critiquer la culture de cette époque et bien entendu un certain nombre de faits politiques. Ce sont des revues de prise de parti. Ce sont des revues faites avec des moyens presque dérisoires. Les deux revues, Potlatch va consister très très longtemps en quelques pages renéotypées qui vont être distribuées à un certain nombre de proches et de lecteurs choisis. Ça, c'est sans doute une des caractéristiques les plus originales de la revue Potlatch, c'est qu'elle ne sera jamais mise en vente, conformément à son titre, qui renvoie effectivement à toute la question du don, tel que l'a théorisé Mauss, et on peut effectivement aussi invoquer ici Bataille. Il ne s'agit pas seulement de la théorie du don de Mauss, il s'agit aussi de ce qu'il peut y avoir d'excessif dans une pratique du don. Il y a cet aspect gratuit qu'il faut souligner. La revue est donnée, elle n'est jamais vendue, elle n'entre dans aucun circuit commercial, et bien entendu c'est aussi un défi, comme l'implique le Potlatch. Il y a dans le Potlatch toujours l'idée qu'il s'agit d'un défi auquel il faut être capable de répondre avec un don encore plus important. Et dans ce sens-là, la revue Potlatch est bien entendu un défi qui est d'ailleurs aussi suggéré justement par le ton de la revue, ce ton extrêmement critique, souvent carrément insultant, cette espèce de discours extrêmement radical qui est proposé là. C'était à l'époque des métagraphies sur lesquelles nous travaillions depuis près d'un an, au moment de la fondation de l'Internationale lettriste, Ivan Tcheglov, Ernest Debord et moi. Construisant un discours comme une situation avec des éléments empruntés n'importe où, images, photos, phrases, mots, parfois objets, n'importe où. Il va sans dire que le choix s'effectuait comme chacun voudra l'imaginer, sauf n'importe comment. C'est ce qui différencie la métagraphie du seul collage. La métagraphie ne vaut que par l'organisation des confrontations et des rapports selon lesquels est fait intelligible et unique un propos, de l'irréprochabilité d'un mouvement dialectique dépendant le pouvoir influentiel. Nous méditions alors l'un des enseignements les plus négligés d'Isidore Ducasse à propos du plagiat, à savoir qu'une phrase appartient moins à son auteur qu'à celui qui l'utilise le mieux. D'où la faveur en laquelle nous tenions ce que nous appelions dans l'esthétique, comme dans la vie quotidienne, le détournement. Patrick Straham, la veuve blanche et noire, un peu détournée. Le trio Straham, Stegloff, Debord a cru à l'influence des métagraphies qu'il faisait
pendant longtemps et ils ont tenté de faire des œuvres métagraphiques influentielles. On peut même dire que pour eux, la métagraphie est un terme général qui n'incluait pas seulement des créations visuelles, mais il y a eu aussi pendant un temps, au moins entre Straham et Stegloff, et peut-être Debord a-t-il été indirectement associé à ce projet, un projet de théâtre métagraphique aussi. Alors, le côté influentiel, ils y ont cru, ils l'ont voulu, ils ont vu leur métagraphie comme une sorte de propagande par le fait, mais c'était pas seulement rationnel. Ils ont essayé, au moins c'est l'interprétation que je pourrais en faire à travers les métagraphies que j'ai vues, et peut-être la première qui existe est-elle une métagraphie de Ivan Stegloff. Ils ont vraiment cru à une espèce d'influence presque, je dirais entre guillemets bien sûr, magique de la création sur les gens. Patrick Straham s'agrège au milieu avec une autre perception, peut-être plus avancée sur certains points artistiques, mais moins audacieuse dans d'autres domaines, peut-être parce que, en raison de son environnement bourgeois, Patrick n'a pas poussé la critique de la société au même point que Ivan l'a fait. Je crois qu'au fond, ce qui les accroche au départ, c'est de l'intérêt pour des lectures communes. Et en ce sens, le roman de Laurie, Au-dessous du volcan, est vraiment, à l'époque, un de leurs livres fétiches, sinon le livre fétiche auquel ils se réfèrent tout le temps, et qu'ils essayent de vivre au-delà d'une lecture passive, ils vont essayer de le vivre d'une façon pratique. Le consul but de son mescal, encore. C'est ce silence qui m'effraie, ce silence. Les mots sombraient comme des pierres dans son esprit. Le fait était qu'il perdait contact avec sa situation. Il se dissociait de lui-même et en même temps, il s'en rendait compte clairement, le choc d'avoir reçu les lettres l'ayant en un sens réveillé, ne fût-ce pour ainsi dire que d'un somnambulisme à un autre. Il était saoul, il était lucide, il avait la gueule de bois, tout à la fois. Il était plus de 6 heures du soir et pourtant, était-ce d'être au Farolito, ou la présence de la vieille femme dans cette pièce à cloison de verre où brûlait une lampe électrique, il lui semblait être de retour au petit matin à nouveau. C'était presque comme s'il était encore une autre sorte d'ivrogne, en d'autres circonstances, dans un autre pays, à qui arrivait quelque chose de tout à fait différent. Il était comme un homme qui se lève à l'aurore, à moitié hébété d'alcool. Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Straham, qui ne vaut pas, entre guillemets, bien sûr, il ne s'agit pas de jugement de valeur, Ivan Stegloff. Disons que Ivan Stegloff semble être au centre comme une espèce de figure fascinante, et pour Guy Debord, et pour Patrick Straham. Straham est avant tout un musicien. Il pense la littérature sur le même modèle que la musique. Il est extrêmement influencé par les musiques d'avant-garde, mais la musique qui lui plaît le plus, c'est le jazz, et particulièrement les premières formes de ce qu'on va appeler après le free jazz. Donc ces emprunts, ces réponses, ces livres qui paraissent n'avoir pas de colonne vertébrale, qui s'inventent au fur et à mesure. Il voudrait trouver dans la littérature une écriture qui rappellerait la musique de jazz. Donc il a un propos littéraire, une ambition littéraire qui est énorme. À San Francisco, j'ai vu le poète noir Bob Kaufman fixer au ciel un point qu'il était seul à distinguer. Se récitait-il son Mingus dans Solitude, l'inédit 10-18 314? Patrick Straham, Radio-Canada. Mingus, bassiste mangeur de cordes, arrache des balles sonores, roulé de la nuit, jazz parfumé. Ils nourrissent des chercheurs de tempos faméliques, des battements de cœur en forme de doigts. Ils enfoncent des clous d'ivoire dans leurs yeux avides. Démons du jazz libérés, des cristaux de fumée s'échappent de leurs narines.
collision d'un hier brumeux vers la lumière d'une nuit imaginaire. Et quand j'ai connu Straram, on était tous les deux des amateurs de ballet classique. Et son père était directeur du Théâtre des Champs-Élysées. Sacha Strelkov. On avait beaucoup de sympathie pour les danseuses, d'une part, et on aimait le ballet classique. Donc on était tout le temps fourrés dans les dans les coulisses puis bon, on a assisté, c'était le marquis de Cuevas et sa troupe qui à ce moment-là officiait au théâtre, et c'était extraordinaire. En fait, ce qui est étrange, c'est que vous êtes en fait tous revus jusqu'à la fin. La mention, c'était plus Claude Clavel. On a passé la dernière nuit chez lui. Je lui ai passé du Charlie Parker jusqu'au dernier moment. Et il y avait le fils. Il a pu boire un verre de rouge, il a eu son verre de rouge. Jean-Michel Mention, membre de l'Internationale lettriste, exclu pour simplement décoratif, dans la revue Potlatch de juin 1954. Par ailleurs, l'internement qui peut donner l'impression d'un parallélisme dans les trajectoires de Stegloff et de Straram, c'est peut-être cela une sorte d'illusion qu'on peut avoir justement en voyant simplement la mention de ces internements, mais les raisons en sont très différentes. Dans le cas d'Ivan Stegloff, il va y avoir chez lui une maladie mentale qui va entraîner un internement d'abord d'autorité, puis ensuite un internement volontaire qui va se prolonger jusqu'à la fin de son existence. Dans le cas de Patrick Straram, un scandale sur la voie publique qui était lié à un état d'ivresse avancé, sans doute après avoir bu une bouteille d'absinthe, et Straram, très jeune, avait le choix entre plaider simplement l'ivresse, mais il était mineur et ça signifiait son incorporation immédiate en bataillon disciplinaire, ou bien plaider un coup de démence et échapper à ce type de solution, mais être interné pour quelque temps dans un établissement psychiatrique. Et c'est ce qu'il a choisi, mais il n'y avait pas de pathologie mentale probablement dans le cas de Patrick Straram. Le collage, j'ai appris à ne plus l'entendre seulement comme technique ou esthétique, mais véritablement comme éthique. Vie quotidienne, projet, jeu, amour, politique, je les vis comme collage. Patrick Straram, La veuve blanche et noire, un peu détournée. Dans le cas de Debord, il n'est pas si évident que cela que le marxisme soit la référence centrale en 53-54. Ça va le devenir progressivement et de plus en plus au fil des années, jusqu'à ce que l'internationale situationniste, fondée en 57, apparaisse presque exclusivement comme un mouvement politique, un mouvement révolutionnaire, mais ça n'est pas tout à fait le cas à sa fondation, et encore moins l'internationale lettriste en 53-54. Elle cherche d'abord à opérer une révolution de la vie quotidienne par une transformation du tissu urbain, qui est une entreprise conçue autant comme une entreprise artistique qu'une entreprise politique, et sans peut-être que les références marxistes soient au centre de la pensée de Debord à ce moment-là. Mais il est bien certain que ça reste, dans le cas de Debord, quelque chose qu'il envisage sur le plan d'une influence artistique, politique et sociale, mais sous un angle essentiellement rationnel. Dans le cas de Stegloff, des tentations d'une autre nature sont sans doute présentes, et dans les mois qui suivent le départ de Straram pour le Canada, il continue à échanger des lettres avec Stegloff et avec ses amis, et on voit par exemple qu'au centre de leur lecture à ce moment-là se trouve l'œuvre de Raymond Abellio, donc on peut imaginer que Stegloff aurait pu dériver vers une forme de gnose. Cette vision nouvelle du temps et de l'espace, qui sera la base théorique des constructions à venir, n'est pas au point et ne le sera jamais entièrement avant d'expérimenter les comportements dans les villes réservées à cet effet, où seraient réunis systématiquement, outre les établissements indispensables à un minimum de confort et de sécurité, des bâtiments chargés d'un grand pouvoir évocateur et influentiel.
des édifices symboliques figurant les désirs, les forces, les événements passés, présents et à venir. Un élargissement rationnel des anciens systèmes religieux, des vieux contes et surtout de la psychanalyse au bénéfice de l'architecture se fait plus urgent chaque jour, à mesure que disparaissent les raisons de se passionner. En quelque sorte, chacun habitera sa cathédrale personnelle. Il y aura des pièces qui feront rêver mieux que des drogues et des maisons où l'on ne pourra qu'aimer. D'autres attireront invinciblement les voyageurs. Ivan Tcheglov, formulaire pour un urbanisme nouveau. Il ne faut pas oublier qu'Yves était chrétien. Alain Jouffroy. Et chrétien, bizarrement chrétien, mais quand même chrétien, il croyait en Dieu. Pour lui, le Verbe s'était fait Dieu et chair. Et donc c'était quand même, ça faisait partie de sa mythologie de base. Aucun de nous n'était chrétien. Absolument personne ne croyait en Dieu. Lui s'était tellement intégré à sa propre mythologie que, en quelque sorte, on faisait l'économie de ce côté chrétien en parlant avec lui, parce qu'il parlait beaucoup plus de de sa théorie à lui, de l'infini, du dépassement de tout, de l'accession à une sorte de paradis terrestre, vivant sur Terre. Donc, et non pas tellement, je vois pas, c'est pas un paradis et un enfer chrétien. C'est ça, il vivait la vie comme une utopie qui consistait justement à identifier totalement l'art et la vie. Mais en fait, j'avais rendez-vous le jour de sa mort avec lui, à déjeuner, là, au coin de la rue du Beaux-Arts et de la rue Bonaparte, justement. Et je suis rentré dans le restaurant, il n'était pas là, et j'ai dit, mais où est... Parce que comme il venait là, il était très connu dans le restaurant. J'ai dit, mais où est Yves Klein? Alors il me dit, il est tombé sur le trottoir et une ambulance vient de le ramasser. Et je suis donc allé immédiatement rue Campagne Première, et il était déjà réhabillé par autre dans son grand uniforme, le chevalier de Malte. Et il y avait beaucoup de gens qui touchaient pour savoir si c'était pas une feinte, s'il n'était pas... Parce qu'il était vraiment malade du cœur. Donc, comme il faisait du judo, il était professeur de judo, il dépensait une énergie colossale, il s'est consumé. Avec Dufresne, c'est la même chose. La dernière séance, Dufresne-Volman, c'était ils parleront et ils se tairont. Volman projetait des images et il se taisait. Et moi, j'étais très angoissé de voir ça. C'était, moi, je sais pas, 5-6 jours avant la mort de Dufresne, parce que je me disais, Dufresne, comment va-t-il vieillir? Il ne peut pas s'empêcher de parler. Donc, ça me faisait une séance d'angoisse, parce que déjà, avec Dufresne, il devait avoir une prémonition de sa mort. Théorème. L'anticoncept de Gilles J. Volman. Il n'est pas de négation qui ne s'affirme ailleurs. La négation est le terme transitoire à une période nouvelle. La négation du concept, intrinsèque, immuable a priori, projette ce concept en dehors de la matière, le révèle a posteriori à une réaction extrinsèque, devient muable par autant de réactions. C'est fini le temps des poètes. Aujourd'hui, je dors. L'œuvre vidéo de Volman, bon, elle est Nicole Brenez. Complexe, elle est aussi passionnante que méconnue, mais en gros, quand même, elle connaît deux pans. Et justement, il y a un pan qui raccorde directement avec l'anticoncept, c'est tous les filmages des séances où sont projetés, enfin tous les filmages, il y en a deux, donc l'anticoncept à New York notamment, où Volman fait un film qui consiste à filmer les spectateurs des séances où l'on projette l'anticoncept. Donc ça raccorde directement. Pour lui,
entre le cinéma et la vidéo, c'est pareil, il y a une continuité absolument parfaite, et la vidéo lui donne le contre-champ de l'anticoncept, donc film sans image, et les anticoncepts sont des films où il n'y a plus que les spectateurs, sans le film qui reste hors champ. Donc voilà, c'est des idées de dispositifs à la fois très élémentaires et très fortes. Et l'autre pan de l'œuvre raccorde quand même, me semble-t-il aussi, avec les grandes initiatives lettristes et situationnistes, parce que sont toujours, comment dire, les coulisses, un titre ou un autre, on peut dire d'ordre constructiviste aussi, d'une œuvre en train de se faire. Donc par exemple, il s'agit de filmer une propre œuvre plastique, qui est l'Anti-Düring, de façon extrêmement détaillée, enfin comme une fragmentation. Et bien sûr, l'interruption, la rupture, le découpage sont les gestes plastiques majeurs de Wollmann avec le détournement. Donc fragmenter sa propre œuvre, donc la redéployer en images, si on peut dire. Le poète interrompu, c'est la recherche éperdue sur des cassettes de répondeurs, en fait, de la voix de François Dufresne qui vient de disparaître. Donc il y a un lien factuel et affectif très très puissant aussi avec... donc les années 50 et bon, la jeunesse créative. C'est un film bouleversant parce que sous ces dehors à la fois extrêmement improvisés et quotidiens, enfin, puisque voilà, c'est un ami qui recherche les bribes de la voix d'un ami, et à la faveur de cette recherche tout à fait concrète se tisse tout un paysage sonore, affectif, intellectuel, artistique, mais grâce à ce geste extrêmement simple et émouvant, en fait, ce qu'on voit se bâtir petit à petit dans les deux versions du film, parce qu'il y a deux versions du poète interrompu, c'est un tombeau, en fait, au sens du genre poétique traditionnel que Wollmann renouvelle entièrement, et d'une certaine façon, c'est lui qui agrandit la vidéo grâce à ce geste admirable. Wollmann, moi je l'ai connu par Didier Semin, Rémoins et Ginette Dufresne. J'ai même mis un certain temps avant de comprendre ces liens avec les situationnistes dont j'avais lu avec exaltation les pamphlets quand j'avais 15 ans. Je l'ai connu vraiment sur le terrain du langage et de cette peinture un peu mystérieuse. Il y a beaucoup de parenté entre la peinture de Wollmann et celle de Dufresne, le côté palimpseste, l'idée justement d'un en dessous, des écritures qui correspondraient à l'en-deçà du langage parlé. Tout ça est assez proche, y compris formellement. Beaucoup de tableaux de Dufresne ont presque les teintes de l'écriture, et l'art scotch de Wollmann, surtout avec le jaunissement qui gagne à ce côté, papyrus. Sur le plan théorique, je pense qu'il y a cette conviction que tout est dans le langage, que la pensée n'est pas séparée du langage, et que c'est en explorant les méandres qu'on a une chance de changer le cours de l'histoire. Enfin, je pense que au terme de leur vie, je pense qu'ils renoncent l'un et l'autre à changer le cours de l'histoire, mais en tout cas à être dans l'ambition d'être dans le vrai, en travaillant au plus en amont possible de la pensée, au moment où les phonèmes se tissent pour faire le langage. Alors, je me trouve devant un micro pour parler de peinture. Alors, il se trouve que pendant des années, j'ai fait de la poésie. Enfin, je crois que j'ai fait de la poésie ou de la musique, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai fait des sons. Gilles J. Wollmann. Et puis, on s'est toujours battu pour avoir un micro, parce qu'on n'avait pas de micro. Alors maintenant, je fais de la peinture, on m'invite à l'émission de radio. Alors je me trouve avec plein de micros autour de moi, et ce que j'ai envie, c'est de crier dans ce micro. Eh bien, allez-y, criez. C'est de faire... Je crois que l'artiste, lui, il est obsessionnel. Donc il a des obsessions. En ce qui me concerne, il se trouve qu'en relisant mon bouquin, vous apercevez que mon obsession, c'est la séparation. J'ai toujours tout séparé. Donc, mon premier travail, c'était une séparation dans la lettre. Oui, c'est tout, et peut-être que ça remonte. Effectivement, il y a des recoupements. Ça doit correspondre à des choses bien... Mais les artistes sont un peu les naïfs de tout ça. Alors, la séparation, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis toujours dans votre œuvre. Ben oui, je croyais que c'était récent, et puis je me suis aperçu, en me relisant, que c'était très ancien.
Enfin, la manifestation la plus élémentaire de ce que j'ai appelé le mouvement séparatiste, puisque j'ai créé le mouvement séparatiste, mais le mouvement dans le sens geste de l'artiste. Il y a une visée, par exemple, qu'on va retrouver, depuis J'écris propre, enfin, le premier détournement de Vollmann, qu'on va retrouver aussi dans l'art scotch, évidemment, qui ont donc en plus une technique extrêmement particulière, qui consiste à arracher des morceaux de journaux, ensuite de redéposer le scotch, et ensuite de ramener la colle. Technique incroyablement hantée par des procédures religieuses. Les bandelettes, l'empreinte prise par le suaire, enfin tout ça baigne incroyablement dans des pratiques religieuses qui sont évidemment déconsacrées en quelque sorte, mais à l'appui de ça, il y a ces très jolies réponses que font Debord, Vollmann à la question qu'est-ce qu'on doit faire des églises dans la ville réaménagée, et Debord les brûle et les rase, et Vollmann les transforme en terrain de jeu pour les enfants. Ouais. Il y a une très belle phrase de Vollmann, il dit je brûle l'original mais pas l'origine. Ouais. Et là, on est en plein dans le principe alchimique, en fait, bizarrement. Oui, ou dans un principe rabbinique. Là, la réponse de Vollmann à l'exclusion, l'internationale lettriste, l'un n'exclut pas l'autre. On dirait une histoire drôle, une histoire drôle juive du Berlin des années 20. Enfin, c'est aussi bien les avant-gardes des années 20 que Dufresne définissent l'au-delà du langage comme des retrouvailles avec son en deçà. Il y a chez Dufresne cette idée très forte que on retrouvera quelque chose en acceptant le côté infantile et même pré-infantile du langage, en essayant de retrouver ces espèces de rythmes lancinants qui sont ceux de l'apprentissage. Et donc là, on retrouverait notre différence. Pour Dufresne, c'est ceux de l'apprentissage. Les comptines, c'est le rythme des tables de multiplication. Et pour Vollmann, c'est peut-être plutôt le rythme des litanies. Mais donc, il y a cette idée de régression comme progrès qui est l'idée centrale de toutes les avant-gardes. Il y a une problématique de Vincent Kaufmann. Sinon de la société secrète, du moins d'une langue secrète. Moi, je préfère parler à ce propos de clandestinité, dans la mesure où quand on parle de clandestinité, il y a implicitement un rapport d'affrontement au monde. Une société secrète ne se constitue pas nécessairement pour affronter le monde, pour le détruire. Dans la clandestinité, il y a une sorte de rapport conflictuel qui est impliqué. Donc je préférais parler de clandestinité. Et il y a des langues clandestines, il y a des langues qui sont réservées aux complices, aux amis. C'est, je crois, tout l'enjeu du gitan. Et il y a des langues qu'il faut par conséquent dérober à l'ennemi. Il y a des langues que l'ennemi ne doit pas être capable de comprendre. Et je crois que c'est aussi dans cette perspective qu'il faut comprendre toutes les techniques de détournement mises en œuvre par Debord. Le fait que, bien entendu, un grand nombre de ces détournements n'est pas nécessairement perceptible par tout le monde. Il y a vraiment continuellement chez lui un art du camouflage, un art de la contrebande, une façon de dire les choses qui sera comprise par certains et qui en même temps doit rester incompréhensible pour l'ennemi. Pour Ivan se superposent probablement dans son esprit les lectures d'Aragon, les lectures d'autres surréalistes, les lectures ésotériques, alchimiques qu'il a pu faire à partir des textes de Mabille, et puis en même temps une sorte de refus
de la littérature envisagée comme une carrière, et là ce sont plutôt des écrivains comme Sandrard par exemple qui le fascinent. Donc on a là un jeune homme qui est un peu incertain de sa voie, de ce qu'il va faire, et qui oscille entre la tentation d'une carrière littéraire, écrire des textes, et puis une sorte de désabusement complet vis-à-vis de toute forme d'expression artistique, de littérature qui lui semble périmée par avance, et qui en même temps a une attirance vers cet univers ésotérique des sociétés secrètes, et qui a profondément le sentiment que le monde tel qu'il est là doit être mis par terre, qu'il s'agit de ruines, qu'il s'agit d'un monde sur sa fin qui doit être régénéré, renouvelé d'une façon ou d'une autre. Mais puis-je oublier celui que je vois partout dans le plus grand moment de nos aventures? Ingirum imus nocte et consumimur igni, Guy Debord. Celui qui, en ces jours incertains, ouvrit une route nouvelle et y avança si vite, choisissant ceux qui viendraient, car personne d'autre ne le valait cette année-là. On eût dit qu'en regardant seulement la ville et la vie, il les changeait. Il découvrit en un an des sujets de revendication pour un siècle. Les profondeurs et les mystères de l'espace urbain furent sa conquête. Les pouvoirs actuels, avec leurs pauvres informations falsifiées, qui les égarent eux-mêmes presque autant qu'elle étourdit leurs administrés, n'ont pas pu encore mesurer ce que leur a coûté le passage rapide de cet homme. Mais qu'importe, les naufrageurs n'écrivent leur nom que sur l'eau. En 1950, avec Saint-Guetto-des-Prés, sous-titré Grimoire, Pomeran éleva la métagraphie au rang de jeu de mots intersidéral. C'était une œuvre fabuleuse. Chaque mot était remplacé par une image. Chaque image subvertie par un mot. Ce que les situationnistes appelleraient l'insubordination des mots était mis en scène jusque dans le titre choisi par Pomeran. Par la substitution du mot « prêt », le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le terrain de manœuvre lettriste, le protagoniste du livre, devenait un endroit où les gens vivaient à crédit. Par la substitution du mot « ghetto », l'endroit devenait invivable. Mais au fur et à mesure qu'on tourne les pages, le quartier devient un labyrinthe où chaque rencontre fortuite avec un mot, une image, un édifice ou une personne est riche de légendes et de possibles, débouchant sur une utopie secrète accessible à quiconque sait la reconnaître. Saint-Germain-des-Prés est un ghetto, écrit Pomeran. Chacun y porte une étoile jaune sur le cœur. Saint-Germain-des-Prés est un miroir pour le ciel. Grail Marcus, Lipstick Traces. Gabriel, qui était un homme qui Christian Bourgois connaissait très très bien le monde de la drogue, qui lui-même avait pris nombreuses substances, même en dehors de l'opium, et qui avait donc avait expérimenté, je dirais, ce fameux le LSD. Pomeran, il aimait le scandale. Tu sais qu'il était loin des surréalistes, mais comme les surréalistes ont pu aimer le scandale, mais comme une manière de vivre, comme une pratique quotidienne, même si elle n'était pas répétée chaque jour. Bon, et donc c'est vrai qu'il aimait faire des interventions qui pouvaient passer pour scandaleuses. Je le voyais plus dans les derniers mois de sa vie. Bon, pas parce qu'on a décidé de plus se voir, mais je ne sais pas, on s'est pas vu. Et moi, on m'a raconté qu'il était donc allé chez des gens à la campagne. Il a dit ne me dérangez pas pendant le week-end, et il s'était suicidé chez eux. Et quand il a été incinéré au Père-Lachaise, j'ai appris sa mort, j'ai appris qu'il serait incinéré, j'y suis allé, et il y avait personne, mais personne. Il y avait Jean Babilé, il y avait moi, il y avait un frère, ou le frère, je ne sais pas si, de Gabriel,
qui vivait à Londres, qui était un... Est-ce qu'il était un juif pratiquant? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est enterrant son frère. Il avait mis sa kippa et il lisait le Kaddish. Il était fâché avec une époque qui ne l'intéressait plus, qui ne l'intéressait pas du tout. Et que ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est... Dieu sait que j'étais loin d'eux, mais c'est lettristes. Enfin, ils ont cru qu'ils créaient un vrai mouvement, ils ont pour soulèvement de la jeunesse, pour changer le monde. Bon, c'était des... Bon, c'était pas les seuls, hein, mais je veux dire, il y avait... Ils ont cru qu'ils... Enfin, lui, je pense qu'il a cru qu'il était au cœur de bien des choses pour s'apercevoir que finalement, il était mis de côté. La dernière exposition de Wollmann, c'était Voir de mémoire. Et c'est une exposition absente, en fait, où on était invité à voir des choses qui n'étaient pas là, à partir justement des œuvres de Schwitters. Mais il y a dans le travail de Wollmann des moments encore plus rudes, l'espèce d'autodafé chez Éric Fabre, qui était une destruction volontaire qui correspond à un moment très, très mélancolique, je pense, chez Wollmann. Didier Semin. Les racines hébraïques du travail de Wollmann, elles apparaissent et elles commencent d'apparaître pour lui vraiment à la fin, avec ce travail sur la disparition et sur le commentaire, sur l'idée à la fois du commentaire infini. Et dans les Inhumations, il y a des phrases très très belles sur le commentaire infini comme œuvre et la disparition de l'image qui me paraissent être vraiment, enfin, sans forcer le trait, pouvoir être rapportée à une culture hébraïque. Et c'est exactement ça que je voulais dire quand je vous disais que les véritables enjeux n'étaient pas manifestés à ce moment-là. Je suppose qu'on aurait dit à Wollmann, au moment de l'anticoncept, qu'il y avait beaucoup de rapports à faire avec la culture hébraïque et même avec l'Holocauste. Je pense qu'il vous aurait regardé probablement avec stupéfaction, mais que le temps permet de relier ça de manière plus claire. Le temps brûlait plus fort qu'ailleurs et manquerait. On sentait trembler la terre. Bientôt nous passerons sur la terre ferme et alors nous pourrons nous voir un peu plus. Ingirum imus nocte, et consumimur igni, Guy Debord. Le suicide en emportait beaucoup. La boisson et le diable ont expédié les autres, comme le dit aussi une chanson. À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie, qu'ont exprimé tant de mots railleurs et tristes dans le café de la jeunesse perdue. Pour parler clairement et sans parabole, nous sommes les pièces d'un jeu que joue le ciel. On s'amuse avec nous sur l'échiquier de l'être, et puis nous retournons un par un dans la boîte du néant. Que de fois dans les âges, ce drame sublime que nous créons sera joué en des langues inconnues devant des peuples qui ne sont pas encore. Qu'est-ce que l'écriture, la gardienne de l'histoire? Qu'est-ce que l'homme, l'esclave de la mort, un voyageur qui passe, l'hôte d'un seul lieu? Qu'est-ce que l'amitié, l'égalité des amis? Bernard, que prétends-tu dans le monde? Y vois-tu quelque chose qui te satisfasse? Elle fuit comme un fantôme qui, nous ayant donné quelque espèce de contentement, pendant qu'il demeurait avec nous,
ne nous laisse en nous quittant que du trouble. Bernard, Bernard, disait-il, cette verte jeunesse ne durera pas toujours. Il y avait des rafles pour les... Claude Clavel. Pour les mœurs. Ah oui, souvent, oui. Sacha Strelkov. On nous soupçonnait tous de faire d'être prostituées, quoi. Oui, voilà, oui. Oui, des jeunes comme ça avec les cheveux longs. On avait des cheveux très longs à l'époque. Hein. Aussitôt qu'on allait en banlieue et tout, on se faisait traiter de PD. Oui, voilà, oui. Et alors, bon, et c'était... Alors on était arrêté, c'était très agressif, hein, très agressif. Parce que vraiment, il fallait qu'on sorte à plusieurs pour que ça se passe bien, quoi. Autrement, il y avait toujours des risques de se faire taper dessus. Et tout. Et donc, se faire insulter surtout. Et pour les flics, on était... parce qu'on faisait quand même jeune. On était... ils appelaient ça vagabondage spécial. Et donc, très souvent arrêté pour ça, quoi. Non, mais il y avait déjà quand même beaucoup de fumeurs de kiff à cette époque-là. C'est devenu après hashish ou tout ce qu'on veut, mais enfin c'était le kiff à l'époque, c'était les Algériens principalement qui fournissaient ça dans les... C'était rue de la Huchette ou à Saint-Paul, à Saint-Paul, oui. Donc, moi je sais pas jamais... Fatalement, il y a des amitiés qui sont... J'ai jamais fumé avec Maréchal, qui est c'est ça, Maréchal, le plus vieux hachichier de France. Il doit avoir 78 ans ou quelque chose comme ça, Maréchal. Oui, à peu près, Place Danton, il rencontra Sacha. Appuyé à la rambarde du métro Odéon, chancelait, oscillait avec lenteur, puis se redressait. S'inclinait encore, faisant un effort pour remonter, donnait l'impression de s'écrouler, rejaillissait presque à la verticale. Sacha est un Russe, au visage étrangement jeune et beau, dont la pâleur et la maigreur ont quelque chose d'irréel dans le calme ironique qui se dégage de son regard, bouche marquée d'une moue amusée en sa résignation, les cheveux en broussailles, arabesque intermittente. Il peint avec dégoût. Il peint avec rage, il peint la folie de la peinture, il détruit, il annihile la peinture. Il blesse ses toiles de rouge marbré, de noir phosphorescent et de bleu lavé. Il jette des lignes qui se heurtent, fusent en contradiction, peint et crache dessus, il dresse l'échafaud de sa misère. Et il n'y a plus de souffrance qui tienne. Page blanche. Sacha est parvenu à un état de paix indifférente et narquoise. Patrick Straham, les bouteilles se couchent. On peut dire que les mémoires Boris Donnet est la matrice secrète de l'œuvre autobiographique de la fin. Ingeromimus Nocte apparaît comme une sorte de transposition cinématographique par bien des aspects des mémoires. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ses films, Debord filme en banc-titre certaines pages des mémoires. Et de la même façon, ensuite, Panégyrique, les 2 tomes de Panégyrique, le tome 1 de texte et le tome 2 d'images, apparaît par certains aspects aussi comme une sorte de développement de l'œuvre autobiographique qui a été engagée dès 1958 avec les mémoires. Donc on a là une œuvre qui est une matrice que Debord pose très vite dans sa vie, mais il marque d'emblée que les années importantes, ce sont les années 52, 53, 54, et même quand beaucoup de temps aura passé, c'est toujours vers ce moment-là que l'œuvre autobiographique va se retourner, et elle le fera souvent de manière indirecte, en revenant par l'intermédiaire des mémoires vers cette période-là. Lecture pour tous, 1960. Tous les chevaux du roi, par Michel Bernstein. Michel Bernstein, membre de l'Internationale lettriste, puis situationniste, première épouse de Guy Debord. On boit beaucoup dans votre livre aussi. Ils boivent. Ça fait partie des choses que doivent faire les personnages de romans aussi, non? Non, mais les miens, ils boivent tout le temps. Oui. Mais ils boivent bien. Beaucoup d'autres aussi. Ils boivent bien. Ils boivent français, hein? Ils boivent pas de whisky, ils boivent du mar. Hein? Oui, et puis ils boivent avec élégance, après ils ne sont pas très ivres.
Et du style de ce roman, est-ce que vous saviez ce qu'il fallait choisir? Est-ce que vous saviez qu'il fallait écrire d'une certaine manière, brève, sèche? Bien, oui, on peut écrire d'une façon brève et sèche, c'est facile, c'est compréhensible. C'est comme ça qu'il faut écrire en ce moment, à votre avis? Non, ce n'est pas forcé. On peut écrire comme ça, on peut écrire autrement. Enfin, il se trouve que vous avez écrit comme ça. Hein? Oui. Quel est le genre de votre roman, enfin? Quoi peut-on le comparer? Oh, je ne sais pas. À quoi vous le comparez? Je ne sais pas, il vous paraît absolument unique en son genre? Oh non, 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 non. Bon, alors... Eh bien, si on considère que c'est un roman, et simplement un roman, on peut le comparer à tous les autres romans qui existent, en tant que roman. Et puis après, il y a des catégories. Oui. Et dans quelle catégorie le mettez-vous? Eh bien, ça n'est pas un roman historique. C'est une histoire d'amour. Ça, c'est déjà un genre d'être une histoire d'amour. Est-ce qu'on ne peut pas aussi définir un peu ce roman par la morale du couple qui en est le personnage principal? Au sens courant du terme, ce serait plutôt des gens immoraux. Mais si on prend le mot moral à un sens plus détaché, comme la recherche d'une conduite, alors ce sont des gens qui sont à la recherche d'une nouvelle morale, de nouveaux rapports humains. Votre personnage principal dit « Nous sommes des personnages de roman », ce qui est très habile. Il se rend bien compte des choses. D'ailleurs, vous et moi, nous parlons par petites phrases sèches, n'est-ce pas? Nous avons même quelque chose d'inachevé. Voilà comment sont les romans. C'est très habile, ça. De sa part? Non, de la vôtre, enfin. Eh bien, que voulez-vous, c'est un personnage de roman qui se rend compte qu'il est dans un roman. Je crois que il descend du roman, il se regarde passer. Il m'a semblé être, je l'ai lu un peu comme une parodie du roman. J'ai eu tort. Non, pas. C'est une histoire un peu sérieuse, quand même. Oui. C'est pas parodique? On est toujours plus ou moins parodique quand on se sert d'un moyen, mais enfin, non, ça n'est pas vraiment un roman parodique. Il y a des phrases... Enfin, je sais pas, très perverse du genre, et très faussement naïf, du genre je me réveille toujours plus tôt dans un lit dont je n'ai pas l'habitude. C'est pas parodique, ça? C'est pas... Non, puisque c'est un des personnages du roman qui le dit. Les personnages du roman ne peuvent pas être parodiques. C'est un roman, hein? C'est pas un exercice de style. C'est un roman? Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un moyen que vous avez trouvé, excellent d'ailleurs, de montrer que vous aviez beaucoup de talent. Je crois que c'est plutôt ça qu'un roman. Oh, merci. Merci. Pour ce qui est maintenant de la question dont les mémoires sont constituées et du procédé du détournement dont Debord généralise l'emploi en composant un livre entièrement constitué d'éléments préfabriqués, d'éléments esthétiques préfabriqués, comme il le dit, eh bien, il est intéressant justement de regarder si la pratique de Debord est en conformité avec la théorie qu'il énonce dans un texte qui paraît quelques années avant, qui est le mode d'emploi du détournement, qu'il signe avec Gilles Wollman. Or, si on regarde dans le détail la façon dont il procède, il me semble que la conclusion à laquelle on arrive, c'est que le mode d'emploi du détournement ne dit pas la vérité sur ce qu'est la pratique réelle auquel les lettristes recouraient en l'occurrence. Dans l'idée de détournement, Debord fait comme si, en prélevant un élément dans une œuvre antérieure et en l'incorporant à une œuvre nouvelle, on en effaçait toutes les connexions premières, la charge de sens initiale, et comme si on abolissait son contexte d'origine. Or, en pratique, c'est au contraire à travers une sorte d'évocation subliminale de ce contexte premier que les éléments détournés dans les mémoires signifient. Et le choix même des œuvres dans lesquelles il les a prélevées n'est jamais indifférent. Debord va les prélever dans des œuvres avec lesquelles il éprouve une forme des affinités profondes et qu'il sent en résonance avec sa sensibilité. Ce sont les pensées de Pascal, ce sont certaines des grandes tragédies shakespeariennes, ce sont les œuvres en prose de Baudelaire, les mémoires du cardinal de Rais, etc., etc. Les fantômes irréguliers de l'avant-garde. Les armes de l'errance ou l'art de la négation. Avec la participation de Nicole Brenez,
Christian Bourgois, Alain Jouffroy, Sacha Strelkov, Claude Clavel, Jacques Villeglé, Vincent Kaufmann, Frédéric Acquaviva, Boris Donnet, Jean-Marie Apostolides, Marco, Didier Semin, Sylvain Monségu. Texte lu, Juliette Piedvache, Marc Sayous. Prise de son, Célia Dufour, Maë Fouillantran. Mixage, Éric Boisset. Une émission de Yann Ciré, réalisée par Pierre Villers. Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes.